En ondes, M. Saint-Onge, de mettre au moins ces deux graphiques-là sur notre site Internet. Puis je vais vous demander de le mettre sur Daytrader Canada. Okay. Puis ça aidera très certainement. Ça va faire de la publicité, M. Saint-Onge. Vous en même temps. Merci. Les régimes d'imposition, là, il y a, selon les natures, il y a plusieurs comptes. Comment on regarde ça? Parce que là, on a vu le barème, oui. donc gain capital, revenu d'entreprise. C'est évident que les gens pourraient avoir des intentions distinctes avec... Vous pouvez avoir un compte que vous voulez garder à long terme, parce que c'est peut-être pour votre retraite, et vous avez peut-être un autre compte sur lequel vous voulez transiger. Donc, c'est un peu... Habituellement, les autorités fiscales, lorsque quelqu'un fait du day trading qui est considéré à générer du revenu d'entreprise, pourraient être tentés de considérer que tous les comptes sont du revenu d'entreprise. Sauf si on peut démontrer que sur des comptes distincts, on avait des intentions distinctes. Donc, c'est très important de bien documenter son dossier et puis de pouvoir démontrer qu'on n'a pas transigé sur les mêmes titres dans chacun des comptes. Bon, parce que ça, ce que vous venez de dire là, c'est extrêmement important. Parce que, à ce que je sache, je ne me souviens pas du numéro de bulletin d'interprétation, mais une fois que tu as fait le choix de devenir, de le faire sous un régime d'entreprise, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, et non pas sur une base individuelle, on est mort, on ne peut pas revenir en arrière. Là. On ne peut pas revenir individuel. C'est très difficile. Très difficile. Donc, il faut vraiment faut démontrer une intention. Là, ça prend des faits, puis pour déterminer que ce n'est plus du revenu d'entreprise, c'est du gain capital. C'est faisable. C'est pas impossible. Sauf que c'est vraiment les faits qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir prendre une décision si vous êtes vraiment retourné dans la famille du gain capital, donc vous avez un horizon long terme. Comment on le fait à ce moment-là si du jour au lendemain, je décide de ne plus faire du day trading, puis de faire une transaction ou deux par mois, puis peut-être même pas, peut-être une dizaine durant l'année. Est-ce que je dois le signifier à Revenu Canada ou j'attends ma déclaration de revenus puis je l'inscris comme un gain de capital puis j'attends les questions après? C'est sûr que si vous étiez dans du revenu d'entreprise, vous allez vers du gain capital. On va se faire poser des questions. Exact. Si vous étiez dans un revenu d'entreprise, vous allez vers le gain capital. Donc, dans votre déclaration de revenus, c'est évident que vous allez devoir indiquer que probablement vous n'exercez plus une entreprise, donc l'entreprise est fermée. Donc, première chose. Après ça, vous allez... Oui. C'est tellement bon, là. On va être obligé de continuer après la pause. C'est bon. On continue avec les REER et les CELI tout de suite après la pause. Puis je vais essayer. C'est parce que là, il est en train de s'en sauver, là. Ma boule de cristal est importante. On va revenir dans un instant tout de suite. On s'investit, composé à Montréal, le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Je l'aime tellement, ma boule de cristal. Mes invités sont obéissants, si vous saviez, là. On va poursuivre notre discussion avec Jean-Paul Large Sourire et Patrick Saint-Onge. On parle de fiscalité. Je trouvais ça, on voulait faire une demi-heure, finalement, on aurait pu faire 2 heures facilement, sur le régime d'imposition. Quand c'est le temps de nos REER, nos CELI, comment on se transige, comment on regarde? Il y a des règles très certainement qu'il faut respecter, là aussi, même si on fait des transactions. Là. Oui, techniquement, la loi de l'impôt interdit de générer du revenu d'entreprise. Du moins, on peut en générer, mais il faut payer de l'impôt. Donc, donc, le problème qu'on a, c'est les gens qui le font à travers le CELI, c'est un moindre mal parce que, de toute façon, le CELI, même s'il paye de l'impôt, on est en mesure de sortir les revenus qui ont été générés à même le compte sans incidence fiscale. Le problème qu'on a avec le REER, c'est que si on génère du revenu d'entreprise à travers le REER... Là, on a double imposition. Double imposition, exactement. Donc, ce qui ne fait pas plaisir, du moins, quelqu'un qui se fait prendre là-dedans, serait pas heureux. Pour que les gens comprennent bien, si vous faites du revenu d'entreprise dans votre REER, d'abord, vous allez être imposé sur le revenu d'entreprise. Puis comme vous allez sortir cet argent-là de votre REER, parce que vous n'avez pas le choix de le sortir, vous êtes encore imposé parce que vous avez retiré un REER. Exact. Alors donc, c'est extrêmement dangereux. Puis la ligne est mince, hein? Ça revient à la grille. On a vu tantôt tous ces critères-là. Donc, il faut vraiment s'en tenir à une position qui est plus long terme. C'est sûr que les gens sont tentés de transiger dans ces comptes-là parce qu'il n'y a pas d'impôt. Donc, sauf qu'il y a toujours une possibilité de vérification dans le futur. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Oui, bien, effectivement, c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement intéressant qu'on en parle, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Ça devient un revenu d'entreprise. Ils mettent ça dans leur REER ou dans leur CELI. Effectivement. Puis dans le REER, c'est excessivement dangereux, parce que si vous avez fait 1 000 $, vous êtes à un taux maximal de 48 %. Là, vous venez de vous faire taxer de 48 % sur votre revenu d'entreprise, puis 48 % parce que vous avez retiré rien. Autrement dit, vous avez tout payé. Oui, ça coûte cher l'impôt. Ça coûte effectivement très cher. Les déductions, parce que qui dit revenu d'entreprise, qui dit gain, dit déduction. Exact. Hein?
La nuance, c'est que du côté du gain en capital, ceux qui prennent cette position-là, c'est que les seules dépenses qui sont déductibles, habituellement, c'est les frais de courtier, les honoraires qui sont facturés. Donc, c'est la seule dépense. Ou l'emprunt. Si on a emprunté, les frais de l'intérêt que vous avez payé. L'emprunt va être déductible juste si vous avez acheté le titre pour générer du dividende. Exactement. Donc, mais techniquement, là, il y a comme une confusion là, dans certains formulaires parce que le gain en capital est considéré pour venir déterminer une dépense d'intérêt. Côté du revenu d'entreprise, c'est beaucoup plus large. Donc, n'importe quelle dépense qui a été nécessaire pour générer le revenu, donc, pourrait devenir déductible. Donc, les gens qui font des trading à la maison, donc, il y aurait un bureau à domicile sur lequel on pourrait prendre des déductions. L'ordinateur qu'on a acheté, si on a pris des cours de formation pour apprendre à mieux trader. C'est pas un crédit d'impôt sur les frais de scolarité? Non, les crédits d'impôt, ça, c'est pour les études postsecondaires. Donc, si quelqu'un prend un cours dans une compagnie privée pour apprendre à trader, donc ça devient plutôt une dépense d'entreprise. Donc, c'est souvent une erreur que les gens vont faire lorsqu'ils, mettons, prennent un cours chez Day Trader Canada, vont essayer de réclamer un crédit. Parce qu'eux n'émettent pas de reçu T2202A là, pour les frais de scolarité. Non. Sauf que si vous allez, par exemple, à l'Institut canadien des valeurs mobilières, eux, ils en émettent un. Parce qu'ils sont accrédités par le ministère du Revenu comme institution d'enseignement. Alors, où je le prends? Là? Si j'ai dépensé 1 000 $ par exemple, à l'ICVM pour un cours, je le mets dans ma déduction d'entreprise ou je le prends le crédit d'impôt pour frais de scolarité? Si vous avez une entreprise, après moi, vous pourriez le prendre à un ou l'autre des endroits. Par contre, un détail important là-dessus, puis vous avez touché un très bon point, là, que ça va éviter les gens de faire bien des erreurs. Là. Oui. Bon, évidemment, les cours qui sont accrédités, puis ça il y a des plafonds aussi là, de déductibilité. Mais là, quand on parle d'un cours chez nous, ou l'équivalent de chez nous, là, qui est un cours privé en tant que tel, bien, ça devient une dépense d'entreprise, sans avoir une entreprise, comme individu, qu'on met en annexe là, sur notre dépenses, revenus et dépenses d'entreprise, et c'est déductible à ce moment-là à 100 %. L'autre, souvent les gens sont confus, c'est qu'il ne faut pas faire ça si on n'a pas d'activité. Parce que ça ne peut pas être une dépense, pas d'activité. Mais là, les gens se disent, OK, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse de l'argent. Non. Du revenu, c'est de faire des transactions. On peut très bien faire des transactions, puis au début, ne pas faire d'argent, on commence, on break-even, un petit peu de perte, mais la dépense de formation, votre dépense d'opération de bureau à la maison, tout ça, devient déductible. Mais il faut faire une activité. Il faut avoir du moins pour les fins de la loi, ça prend une espèce d'entreprise. Ça prend un certain niveau d'activité. Alors, donc, là-dessus, on peut les dépenses en capital, l'ordinateur, mobilier. Donc, ça se fait par taux d'amortissement. Ça, on peut aller vérifier dans Revenu Canada et à Revenu Québec, les logiciels, frais d'intérêt sur emprunt, sur marge, les frais de financement. Soit dit en passant, les ordinateurs, là, ceux qui ont des revenus d'entreprise, vous avez jusqu'au fin janvier pour 100 % de déduction. Là. Alors, profitez-en. C'est peut-être le temps de partir votre entreprise. Les frais de résidence, les frais de bureau, ça, c'est litigieux un petit peu, ça. Non? Dans la mesure où on a du revenu net, donc quelqu'un est profitable, on va être en mesure de déduire un certain montant. Là, donc, les frais de repas, de déplacement. Bien, il faut que ce soit Oui, mais quelqu'un, admettons un day trader qui rencontre d'autres gens pour discuter du marché, donc peut-être que ça pourrait être déductible. C'est sûr que dans ce type d'entreprise-là, c'est peut-être moins fréquent, mais c'est toujours possible. Une question de raisonnabilité, toujours, et de justification. Dans le fond, si ce qu'on fait est vrai, théoriquement, ça va tenir la route. Mais c'est sûr que si on veut serrer de ça pour essayer de en faire des petites vites, évidemment, ça passe pas. Non, ben, c'est parce que la journée où vous allez vous faire vérifier, vous allez vous faire taper ses doigts, si c'est pas vrai. C'est pas raisonnable. Les salaires, déduction à la source, donc si on prend de l'ampleur, on s'embauche quelqu'un, alors donc on peut le payer, ça devient déductible. Ça devient déductible. Donc, notre portion de régie des rentes, notre portion d'assurance emploi, etc. Tout à fait. Les pertes latentes sur change de devise. C'est parce que ce qui arrive, c'est quand les gens transigent, c'est qu'on va se retrouver, des fois, les positions ne sont pas toutes fermées à la fin de l'année, donc on va se retrouver avec un inventaire de stock. Donc, si la devise a varié ou si le titre a perdu de la valeur, il y a un article dans la loi qui nous permet de prendre une moins-value, même si on n'a pas encore vendu le titre, en fin d'année, lorsqu'on ferme l'exercice. Alors, c'est comme l'entreprise de façon régulière. Quand on parle de perte sur taux de change, c'est ça. Exact. C'est la même chose. Quelqu'un qui transige à New York pourrait... Oui, effectivement, parce que la devise canadienne a encore grimpé cette année. Donc, en théorie, la valeur de nos actions a diminué. On pourrait prendre une perte sur taux de change là-dessus. L'année passée, on avait beaucoup de gens qui avaient des pertes sur taux de change qui étaient importantes à cause de ça. Bon, j'aimerais ça que, pour le gain de capital, il nous reste encore une couple de minutes, là, nous parler de la différence qui existe entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec.
Parce que si chez nous, on n'a pas de revenus, on n'a pas le droit de faire la déduction. Il faut reporter dans le temps. Oui, là, vous parlez vraiment là, du régime d'imposition des revenus de placement, donc pour certaines dépenses. Donc, au fédéral, comme vous dites, on n'a pas ça. Donc, si on veut déduire des frais de dépenses d'intérêt ou d'autres frais financiers qui pourraient avoir été encourus, bien, ça prend du revenu. Donc, ça prend du revenu et du gain en capital. Donc, la loi est relativement permissive plutôt là-dessus parce qu'elle cumule les deux. Donc, c'est vraiment, il faut avoir du revenu pour pouvoir déduire ces dépenses-là. Sinon, c'est reportable dans le temps, l'infini. Et quand on parle de revenus de placement, est-ce qu'on parle aussi non seulement du dividende, mais des revenus d'intérêt qu'on aura générés sur nos dividende, gains? revenus de fiducie, redevances, donc toutes les familles de revenus passifs, là, si on veut, là, sont considérées. Sauf le gain de capital. Non, le gain de capital il est aussi considéré pour les fins là, de ces déductions-là. Ah, donc, OK. Bon, bien, c'est excellent. La boule de cristal est déjà prête, elle est chaude. Merveilleux. Monsieur Paul. Oui. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. Vos conseils précieux, précieux. On va vous réinviter certainement au cours de l'année 2011. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir à vous deux. Merci beaucoup encore une fois. On vous souhaite une excellente période des fêtes. Vous nous quittez pour une petite croisière de finances aussi, de transactions. Effectivement. Ben, on vous souhaite une excellente croisière. Bon temps des fêtes, M. Saint-Onge. Joyeux Noël. On vous retrouve demain. Au revoir.